Nous sommes donc 5 jours après le passage de l'ouragan Ida dans la nuit du 29 août. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 septembre. Toujours est-il que je n'ai pas de courant chez moi, dans mon petit village natal. Vous entendez derrière moi le bourdonnement incessant de la génératrice que nous avons allumée pour avoir un peu de courant dans la maison, pour ne pas avoir à tout jeter de ce qui reste dans le frigidaire et dans le congélateur. Et pour aussi pouvoir charger nos appareils, ordinateurs, etc., j'ai Internet. Mais pour faire fonctionner le modem, il faut évidemment que ce soit allumé avec la génératrice. Je voulais en revenir un petit peu sur des questions et des commentaires que je vois sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux concernant tout ce qui se passe dans le sud de la Louisiane. Je vous rappelle, et je vais vous montrer une petite carte, je me trouve à peu près 130 km au nord de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan a touché terre à la Grande Île à peu près, ce qui se trouve à 240 km au sud de moi. Donc je suis bien à l'intérieur du pays, mais tout de même, on a eu énormément de dégâts ici, d'arbres couchés sur les fils électriques. Il y a plusieurs maisons ici qui sont complètement détruites, qui ont les toits arrachés et sur lesquels des arbres sont tombés directement. Donc vous pouvez voir un petit peu sur la carte la paroisse Lafourche et la paroisse Terrebonne qui sont durement touchées. Mes amis de Télé Louisiane s'y sont rendus hier pour apporter de l'aide, des fournitures et toutes sortes de choses et ont un peu documenté avec des photos que je vais vous montrer ici pour démontrer un peu l'étendue des dégâts qu'il y a là-bas. On va commencer par une photo de la route avec une maison effondrée carrément sur la route. Et je vous rappelle que c'est sur la côte ces paroisses-là. Donc il y a eu toute l'ampleur de la tempête s'est déferlée sur cette région, sur cette zone et a fait tomber des maisons et a fait aussi tomber les poteaux électriques et les fils électriques. Donc pour pouvoir accéder à ces zones, les secours, les bénévoles, tout cela, il faut qu'il y ait tout d'abord un bilan sur tous les dégâts, une évaluation de sécurité. Et dans certains cas, comme nous allons voir sur cette prochaine photo, ces maisons-là sont situées, sont construites sur des pilotis pour les protéger un peu des inondations. Mais comme vous voyez, il y a un fil électrique qui est tombé directement à travers la passerelle. Donc ces gens-là étaient un peu coincés dans leur maison parce que on ne sait jamais si le fil électrique est toujours fonctionnel. Et on peut se faire électrocuter, on peut se faire tuer par l'électricité dans ce cas-là. Sur la prochaine image, vous voyez une autre maison complètement effondrée, le fil électrique par terre, le fil téléphonique par terre. Donc non seulement l'électricité est coupée, tous les moyens de communication sont coupés aussi. On n'a pas accès à Internet, les réseaux cellulaires qui fonctionnent par le biais de tours, évidemment, sont aussi touchés. Donc il n'y a aucun moyen de communication dans un premier temps après le passage d'un ouragan. Donc les gens sont complètement isolés, paralysés. Et comme vous voyez sur les images, avec les maisons dans les rues, avec les arbres et les poteaux électriques dans les rues, il n'y a aucun moyen d'accéder à ces gens et non plus pour ces gens-là de partir. Vous allez aussi peut-être remarquer, comme je l'ai constaté dans ma dernière vidéo, que ce sont des zones assez fragiles. Les gens qui habitent ces zones sont aussi un peu marginalisés, n'ont pas les moyens de pouvoir partir. Et quelqu'un m'a demandé aujourd'hui sur Twitter, c'est Béatrice Odunlami, mes amis qui habitent en France, est-ce que les gens là peuvent avoir accès à des aides fédérales? Oui, évidemment, mais il faut aussi se rappeler que beaucoup de ces gens-là qui habitent là-bas sont âgés, ne sont pas du tout adeptes à Internet, n'ont pas de connexion et naviguer toute la paperasse administrative en ligne leur est complètement inaccessible. Ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut tout un temps
pour mettre en place des lieux sûrs pour pouvoir accueillir les gens, avoir des accès Internet, avoir des gens qui peuvent s'asseoir avec eux, avec ces personnes, personne par personne, cas par cas, pour prendre leurs informations, pour les entrer dans les formulaires en ligne, pour avoir un premier accès à ces aides qui seraient éventuellement mises à disposition. Autrement, on a posé la question sur les organisations de volontaires et de bénévoles. On ne peut pas les mobiliser tout de suite. Il faut que tout soit sécurisé pour que ces gens-là s'y rendent. Oui, il y a des gens, évidemment, qui attendent en coulisses pour pouvoir aller aider, mais il faut que les routes soient déblayées, il faut que les fils électriques soient débranchés, soient désélectrifiés. Il faut avoir un lieu, parce que tous les bâtiments là-bas, tous les bâtiments sont touchés. Il n'y a aucun lieu sûr pour le moment. Donc pour mobiliser les bénévoles, il faut qu'il y ait des logements, il faut qu'il y ait un lieu pour que ces gens-là puissent s'établir comme base d'opération. Il faut aussi qu'il y ait un réseau cellulaire, un réseau de communication disponible pour eux. Et si les gens étaient mobilisés trop tôt, eux aussi peuvent être blessés, ils peuvent aussi entraver et bloquer tout ce qu'il faut faire pour avoir une première base d'opération pour venir en aide aux gens dans ces zones qui sont vraiment les zones les plus sinistrées de la Louisiane. Je suis très chanceux. Je suis sur ma terrasse, vous entendez encore une fois derrière moi le bourdonnement de la génératrice et je voulais quand même que vous ayez un peu d'idée des sons, du bruit que l'on a ici. Quand il y a l'ouragan qui passe, dans un premier temps, il y a le son assourdissant parfois des vents, il y a le son de la pluie, il y a le son des morceaux de la maison qui s'arrachent sous les vents, il y a les projectiles qui s'abattent sur les maisons. Après, il y a un silence total, mais quelques heures après, c'est là où on commence à entendre les tronçonneuses. On commence à entendre évidemment aussi les génératrices. Et si vous pouvez voir derrière moi, il y a juste là une branche qui est tombée du chêne sous lequel je suis maintenant assis. Il y a quelques débris, des petits brindilles et de petites branches de feuilles, des choses comme ça que j'ai pu ramasser. Mais autrement, il y a toute une organisation à faire après un ouragan. C'est pas seulement l'avant, le pendant, mais aussi l'après. Et l'après dure pour certaines personnes des mois, des années, avant que tout soit rétabli et que tout soit revenu un peu à la norme. Si une norme il y aura après pour beaucoup de gens qui sont très très touchés par Ida. Donc merci de m'avoir regardé.